Mercredi soir, Bousdira marque 2 buts aux Allemands de Magdebourg. Cela ne suffit pas, mais Lens quitte la Coupe UEFA avec les honneurs. Mercredi soir, mais à Turin, Crimo inscrit un 3e but pour Bastia. Grâce à cette victoire, les Corses se qualifient pour les quarts de finale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et je vais vous faire une confidence tout de suite. Si vous saviez comme il est agréable de présenter une émission de football par les temps qui courent, mais il est tout aussi agréable de les regarder d'ailleurs. Figurez-vous, l'équipe de France qualifiée pour l'Argentine il y a quelques jours, hier, avant-hier plutôt, l'avènement de Bastia, promu au rang des grands Européens. Alors qu'allons-nous voir dans ce 12e numéro de Téléfoot? Bien entendu, les regrets de Lens, la joie des Bastiais, tous les autres buts de la Coupe UEFA, et puis le match revanche de la super finale qui avait opposé Hambourg à Liverpool. Cette fois-ci, c'est Liverpool-Hambourg. Vous verrez, c'est beau. Et cette fois-ci, il y a des buts. Et puis en prime, si vous voulez, une rétrospective. Un match France-Portugal datant de 1959 à Colombes. Il y a beaucoup de buts aussi et de très beaux. Et ce jour-là, dans les buts, il y avait Dominique Colonna. Alors, vous avez peut-être un peu compris, puisque c'est un peu l'affaire du football corse en ce moment, puisque le courrier nous réclame depuis quelque temps la présence de Dominique Colonna, c'était l'occasion ou jamais. Alors bonsoir Dominique et merci d'être venu. Tout à fait normal. Et puis je crois en plus que vous allez réintégrer la Corse bientôt définitivement, alors il était dur de vous avoir, il fallait dans un mois c'est le grand retour. Voilà, donc eh bien profitons-en. Nous verrons par la suite, bien entendu, tous les grands de Reims et de l'équipe de France, parce que vais-je le préciser peut-être pour les jeunes, on ne sait jamais, Dominique Colonna a été gardien de l'équipe de Nice, du Grand Reims et de l'équipe de France. Vous étiez peu à l'ignorer, mais peut-être quelques jeunes. Sait-on jamais, le temps passe si vite, Dominique. C'est vrai. Je pense que mercredi soir, vous avez regardé en direct sur Antenne 2 Lens Magdebourg. Aussi, nous n'avons pas vous proposer les mêmes images, mais voir le match avec un œil neuf. Et cet œil neuf, c'est Georges Dominique, qui était sur le bord de la touche, qui a suivi cette rencontre et en compagnie de Daniel Leclerc, le libéro lensois qui, malheureusement blessé, n'avait pas pu jouer. Alors, nous voyons cette version. Admirable public lensois, il était nombreux et chaleureux comme si le 4-0 de l'aller n'avait jamais existé. Dans les tribunes, Daniel Leclerc, le défenseur lensois, manquait son premier match depuis 2 ans et demi. Daniel, de quoi souffrez-vous? J'ai eu un petit arrachement des ligaments tout en haut du droit antérieur, c'est-à-dire le grand muscle qui part du genou juste en haut de la cuisse, et c'est assez douloureux. Ça prend combien de jours de repos? Depuis quelques jours, il y a une grande amélioration et je pense que d'ici la semaine prochaine, je devrais reprendre l'entraînement normalement. Daniel, vos camarades sont en train de rentrer, alors que ressent-on lorsqu'on les laisse tout seuls et qu'on vit le match depuis les tribunes? Pour l'instant, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir participer à ce match, et j'aurais tellement voulu faire ce match pour aider les camarades qui sont sur le terrain, pour prouver aussi qu'on n'avait pas été battu sur notre valeur là-bas à Magdebourg. Numéro 5, Joly. Numéro 6, Elie. Vous ne pensez pas que la cause de vos camarades est, disons, désespérée? Non, bien sûr, ce sera très difficile, mais on peut, vous savez, c'est pas désespéré. Et je suis sûr que là, ils pensent tous à faire un exploit encore aujourd'hui. Pour vous remplacer, Daniel, il y a le capitaine Kravzik qui n'est pas très grand, qui doit avoir au moins 20 cm de moins que vous. Alors c'est pas embêtant? C'est embêtant la taille peut-être sur les balles hautes, mais vous savez, s'ils ne parviennent pas à mettre ces balles hautes, ils seront aussi certainement ennuyés. Là, je suis en train de suivre le match et il faudrait peut-être pas qu'on s'énerve un peu trop là. Qu'on prenne un peu la mesure du match de cette équipe aussi.
4e minute, centre de Didier Six et tête de Bouzdira. Alors 1-0 pour Lens. Après 4 minutes, c'est formidable, non? On ne pouvait pas mieux débuter le match. Et je pense que Lens est en train de très bien prendre cette équipe. Il pratique un très bon football pour l'instant. Il ne se énerve pas trop. Il faut bien courir le ballon. Et s'il pouvait continuer de cette manière-là, je pense qu'il y a d'autres buts qui pourraient suivre. Il faut voir comment les Allemands vont réagir maintenant. Treizième minute de jeu, les Allemands viennent d'avoir une très belle occasion, ils l'ont manqué, et vous, une bonne contre-attaque, Daniel. Oui, les Allemands ont manqué une très belle occasion de la tête, là. Et c'est un peu l'inverse du match aller. Sur ces balles-là, au match aller, ils étaient extrêmement adroits, et aujourd'hui, ils n'ont pas l'air tellement dans le coup, et c'est peut-être une chance pour nous. Et sur la contre-attaque, on aurait pu très bien sur une très bonne balle de Jean-Marie Elie. Didier Six a failli marquer un deuxième but. Qui aurait vraiment mis Lens en bonne position pour se qualifier. Et quand les Lensois attaquent bien, il y a en phase 2, Daniel Leclerc, la forêt verte des joueurs de Magdebourg. Ça pouvait presque rentrer là sur ce cafouillage. Sur un cafouillage, vous savez, ça peut rentrer comme ça, ça peut très bien ne pas rentrer. Mais de la façon dont Lens attaque en ce moment, je pense pas que il faut retrouver la faille, quoi. C'est difficile à trouver quelqu'un, il faut que ça parte de derrière, ou alors il faudrait vraiment écarter le jeu sur les côtés pour pouvoir centrer. Daniel, ça va être la mi-temps. Alors 1-0 et presque une mi-temps idéale pour l'équipe lensoise qui a joué vraiment un match remarquable. Ouais, qui a très bien débuté le match, qui ne s'est jamais découragé, qui s'est procuré de très bonnes occasions et qui, je pense, n'a pas encore dit son dernier mot. 30 secondes de jeu en deuxième mi-temps, un centre de Joly, reprise de Bouzdira, 2-0 pour Lens. Encore un miracle, Daniel. Ah non, on ne peut pas appeler ça un miracle. Je pense qu'ils ont marqué un but à un moment psychologique du match. Et là, Lens a retrouvé de nouvelles forces. Là. On croit que ça va continuer. Il faudrait encore marquer 3 buts pour se qualifier. Et le plus dur reste à faire maintenant. Hein. « 23 minutes de jeu, il en reste encore 22. Pas de technique, je suppose, Daniel, mais une seule consigne, se battre toujours. Se battre, mais depuis un moment, on se bat, mais vous savez, les jambes ne suivent plus et les Allemands commencent à... Ils ont eu 2 très bonnes occasions, là, coup sur coup, et ça va être très difficile maintenant. Ce tir de sable et ce ballon qui s'enfonce dans les buts, mais l'arbitre avait sifflé au préalable une faute. Ce sont les dernières cartouches lensoises. Ça fait déjà 1h15 que les joueurs jouent et c'est quand même difficile maintenant de leur demander d'avoir des accélérations comme au début de match. Lens qui a essayé jusqu'au bout, le coup de sifflet de l'arbitre qui vient de retentir, 2-0. Daniel, ça a été beaucoup mieux qu'un baroud d'honneur de l'équipe lensoise. Aujourd'hui, les gars ont fait une très bonne performance sur le plan physique et point de vue football. Ils ont montré que sur le plan européen, nous ne craignons pas tellement d'équipes. Nous étions complètement décomplexés. Et on peut regretter maintenant de ne pas avoir mis un but au match aller ou 2 qui nous aurait peut-être permis de nous qualifier aujourd'hui. Et oui, en définitive, tout était fonction du match aller. Dominique Onat, j'ai l'impression quand même que le score était lourd au match aller, en particulier ce pénalty qu'ont pris les Lensois. Oui, il est certain que sur ce match, on peut penser que Lens méritait sa place, lui aussi, en quart de finale. Mais le trou qu'ils ont eu, surtout sur le plan défensif, à Magdebourg, a pesé très lourd. Mais malgré cela, je pense que si, comme le disait Leclerc tout à l'heure, s'ils avaient marqué un but, et ils le pouvaient, parce qu'ils ont eu 2 très bonnes occasions à la fin du match, même à 4-1, ça n'était pas joué. C'était vraiment dommage.
Et puis le pénalty a été psychologique, il est venu en Oui, deuxième. évidemment. Au moment où on il parlait des erreurs pouvait défensives tenir bon. et puis l'erreur de l'arbitre qui siffle un pénalty qui ne paraissait pas évident. Il est certain que 4-0, mais je souligne encore que même à 10 minutes de la fin, c'était encore jouable puisqu'ils ont eu de très bonnes occasions. En réalité, on peut dire en résumé que c'est une défaite qui confirme quand même le renouveau du football français. Absolument. Je vous disais tout à l'heure que Lens, sur le match retour, méritait sa place en quart de finale. Alors on a beau voir ces complexes s'envoler, avouez que quand on vous dit que Torino n'a perdu qu'une fois sur son terrain en 2 ans, et encore contre qui? Contre Mönchengladbach, un des meilleurs clubs mondiaux, pour se lancer dans l'optimisme, il faut avoir quand même quelques retenues. Et Pierre Cahuzac, l'entraîneur de Bastia, l'avait bien compris, il essayait lui de tempérer tous les enthousiasmes qui se créaient autour de lui avant la rencontre. Et puis après la rencontre, Pierre Cahuzac a lâché le mot. Quand on le connaît, il a dit c'est un véritable exploit. Et dans la bouche de cet entraîneur très prudent, le mot exploit prenait cette fois-ci toute sa valeur. Effectivement, ce que les Bastiens ont réussi au Stadio Comunale, on en parlera pendant longtemps. Et puis, quel scénario, quel suspense, tout y était. Alors, nous nous reportons au Stadio Comunale. Zaccarelli et Graziani commencent ce match, le lancent immédiatement. On s'attend à un pressing turinois terrible. Et puis, dès les premières 30 secondes, on voit immédiatement où va en venir Bastia. Fidèle à sa tactique, par l'intermédiaire de Johnny Rep, il va tenter un départ. C'est la tactique bastiaise, ne pas préserver un avantage acquis, mais essayer au contraire de marquer des buts, même à l'extérieur. 7e minute de jeu, on va trembler dans le camp bastiais. Claudio Sala va servir Graziani. Celui-ci tente une reprise en demi-volée après avoir contrôlé le ballon. La balle est au-dessus. Et quand on connaît la force de pénétration de Graziani, il y a de quoi s'inquiéter. 10e minute, Pulici, Zaccarelli et la tête de Pulici encore largement au-dessus. Mais là aussi, c'est celui qui a marqué au match aller, Pulici. On l'a à l'œil et chaque fois qu'il a la balle, on tremble. 19e minute, De Zerbi, petit pont. Papi, la Cuesta pour Johnny Rep. Rep sur l'aile droite, enfermé, préfère revenir sur la Cuesta. La Cuesta soulève le ballon, le donne à Larios, reprise en demi-volée, Castellini est battu, un tir terrible, un tir d'anthologie. Le gardien italien, lui, n'en revient pas. Le tir de Larios, décomposé par le ralenti. Une fois encore, Bastia menait à l'extérieur. Imaginez la joie des 10 000 Corses présents au Stadio Comunale. Mais joie de courte durée. 3 minutes plus tard, c'est-à-dire 22e minute, un centre, Orlanducci est pris un peu à contre-pied et Graziani met la balle au fond des filets, un partout. Nous allons revoir cette action et voir cette balle de Claudio Sala. Patricio Sala et regardez Orlanducci tout en courant, qui ne voit même pas ce ballon qui lui parvient. La balle au ras du poteau, Veller n'y peut rien. Un partout. Tout le monde avait encore sa chance. Un centre de Gorin. Rentré à la place de Zaccarelli, blessé. Un tir de Graziani, un contre de Caz, juste devant son gardien. S'ensuit un corner. Et c'est là que l'on va trembler vraiment. Claudio Sala tire ce corner. Sur la reprise, Pulici va se précipiter et Veller reste à terre. Alors quand on sait déjà que Veller était blessé lors du match précédent, qu'il avait un pouce foulé, on se dit, et si Veller sort, il faut faire rentrer le gardien de division d'honneur, Morat. Et Veller du pied, cette fois-ci, bien rétabli sur un tir de Pecci. Corner encore pour les Italiens, que va tirer là-bas Salvadori. Veller se précipite, Pecci aussi, cette fois-ci c'est un coup de pied dans la poitrine, Veller s'effondre pour la 2e fois. Décidément le gardien corse n'était pas en veine au Stadio Comunale. Coup franc dans la surface, tir de Claudio Sala. Et un arrêt de Veller. Regardez le contrôle de Claudio Sala, le tir du gauche et Veller sur sa ligne. Merveilleux.
faisant front contre l'adversité et les blessures. Et chaque fois, les Bastiais héroïques éloignent le danger, alors que Graziani, cette fois-ci, était hors jeu. Mais quelle puissance! C'était la mi-temps. Un partout, tout était possible. Bastia, après de chaudes alertes, avait repris confiance. Claudio Sala, Patricio Sala, Claudio Sala, Morini. Pulici qui prolonge de la tête, Graziani, à bout portant. Veller est battu. 2 pour Torino, 1 pour Bastia, égalité sur les 2 matchs. Regardez. Claudio Sala, la tête de Pulici, le contrôle de Graziani, le tir du pied gauche. Quelques minutes plus tard, coup franc de Rep. Caz, sous Castellini, Crimo survint, but de l'égalisation. Celui-ci, vraiment, on n'y croyait pas. Magnifique. Caz de sang-froid devant Castellini. Castellini qui sera blessé dans cette action et qui laissera sa place à Terraneo. Torino 2, Bastia 2. Et regardez bien cette action. Rep, agressé une première fois par Mozzini, arrive à retrouver son équilibre, agressé par Caporelli, qui tente encore un croc en jambe. Le Mozzini revient, l'attaque, c'est Mozzini qui tombe. Rep apparaît-il donner un coup de coude. Nous revoyons cette action, je l'ai doublé. Il est impossible que le geste de Rep soit volontaire. Regardez, il est en pleine course, agressé une première fois, agressé une deuxième fois. Et cette fois-ci, le troisième, manifestement, il a fait jouer le coude simplement pour se protéger. On apprend que Mozzini, depuis, est à l'hôpital. Mais vraiment, que pouvait faire Rep? Il a un avertissement et il ne jouera pas le prochain match de l'UEFA et ceci est grave. Monsieur Thomas, ici, est en fou. Corner. Veller dégage. Patricio Sala remet. Ça chauffe pour les Bastiais. Et puis tout d'un coup, Papi donne à Larios qui prolonge pour Crimo. Et celui-ci part tout seul. Et comme un vieux routier, Crimo, calmement, dans le coin droit. Bastia 3, Torino 2. Cette fois-ci, c'est le rêve réalisé. Nous allons revoir Crimo, qui, n'oublions pas, faisait son entrée. C'est un des remplaçants encore de cette équipe de Bastia, privé de 6 titulaires. Il remplaçait Félix, calmement, devant Terraneo. Les Bastia tiendront bon jusqu'au bout. Et quelle joie! Regardez Veller, un des héros du match. Marchioni, Rep qui arrive derrière, saluant les 10 000 Corses debout dans les tribunes. Et quelques incidents d'après-match suivront, bien entendu. Les Italiens supportent mal qu'on les batte à domicile. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Dominique, je crois que vous avez suivi le match à la télévision, bien entendu. Merci. Cela s'imposait. Nous n'avons pas vu ça, hein, bien sûr. Nous avons coupé, comme toujours, le direct à la fin de la rencontre, parce que les temps qui nous sont impartis ne permettent pas souvent d'aller au-delà. Mais ces images, il fallait les voir à tout prix. C'était la joie de 11 joueurs. On peut dire de 11 joueurs et de 6 remplaçants. C'est extraordinaire. Ce qui est fantastique, c'est que ce n'est pas le fait que Bastia soit en quart de finale, parce que je pense que des équipes françaises sont déjà arrivées à ce stade de la compétition. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'il les fait en gagnant les 6 matchs. Et j'ai beau me souvenir, aussi bien à Reims ou à Saint-Étienne, et même au Grand Real, je n'ai pas souvenir qu'une équipe ait gagné 6 matchs sur 6. Non, mais c'est exact, puisque nous avons contrôlé, c'est unique. Et ça, c'est unique, c'est le grand espoir. Et ça met évidemment une fois en cause le phénomène du match aller, match retour. Vous savez que tout le monde souhaite jouer le premier match dehors pour jouer le deuxième match à la maison. Bon, Bastia a démontré qu'une nouvelle fois, que 3 fois de suite, ils allaient gagner le deuxième match dehors. Bon, il faut dire autre chose, Dominique. Il faut en venir au fait avec cette équipe de Bastia. C'est une équipe, en tout cas celle qui était sur le terrain, qui ne coûte vraiment pas cher. Si on accepte Rep, qui est la vedette, vraiment la plupart des joueurs ne coûtent pas cher et ce n'est pas injure de le leur faire. Mais par exemple, prenons un exemple. Il y a quand même 3 joueurs là-dedans qui sont Caz, Larios et la Cuesta, qui manifestement ont éclaté. Caz vraiment est devenu un joueur d'une sûreté extraordinaire. D'ailleurs, il a accompli un exploit. Les 2 milieux de terrain, n'en parlons pas. Ces 3 joueurs, Saint-Étienne n'en a pas voulu.
Pierre Cahuzac les a récupérés et en a fait des joueurs maintenant de classe européenne. Comment expliquer cette mutation? Non, vous avez prononcé le mot de Pierre Cahuzac. Il est certain que Pierrot est certainement le meilleur entraîneur français actuellement. Il l'est depuis un certain temps. D'ailleurs, il avait été nommé par les spécialistes il y a 2 ans. Et Pierrot a su créer un état d'esprit. Il s'est adapté à la Corse, il s'est adapté au football corse, et il en a fait une grande équipe, comme il avait fait une grande équipe du Gazélec d'Ajaccio. Incontestablement, l'état d'esprit est pour moi dans une équipe primordiale. Ça passe même avant, si vous voulez, les préparations techniques, tactiques. La psychologie est très importante, et là je fais confiance à Pierrot Cahuzac pour avoir préparé tous les matchs qu'il a joués et pour les gagner finalement. Enfin, on peut dire une chose, bon, 10 000 Corses en Italie, c'est beaucoup. Et ça, je crois que nous autres Corses, on doit être fiers de ce résultat. Mais on doit être aussi un peu honteux de ne pas encourager cette équipe comme elle le mériterait. Il faut penser aux affluences de Foliane, qui ne sont pas très grandes. C'est vrai, 10 000 Corses Alors, à je Milan pense et que, 3 000 ou 4 000 en match de championnat à Bastia, effectivement, on se pose la question. Bien sûr, l'action de Paul Natal et des dirigeants en général n'est pas très suivie, et ça, je crois qu'il faut le voir. Vous avez retrouvé dans cette façon de jouer des Bastiais un peu les vertus qu'il y avait dans ce football corse que vous avez pratiqué vous quand vous étiez tout jeune. Je me rappelle vous avoir vu à 18 ans à Ajaccio, vous faisiez votre début dans ce championnat, qui était un championnat d'honneur à l'époque. Oui, mais est-ce qu'il y a cette même force, ce même tempérament? On donnait beaucoup de place à l'enthousiasme. Ça, il est incontestable qu'on retrouve dans le match de Bastia, en dehors des exploits techniques, parce qu'il y a des joueurs là qui sont capables de démontrer ce que de très grands joueurs démontrent. C'est que, incontestablement, l'enthousiasme tenait une grande place. J'ai l'impression, Dominique, aussi qu'il y a une notion qui disparaît un peu, c'est la notion du titulaire. Titulaire, les remplaçants rentrent, ils sont aussi bons que les titulaires. Alors, quels sont les titulaires, quels sont les remplaçants maintenant? Malheureusement, dans le football français, je crois que le titulaire, c'est celui qui est payé le plus cher. Bon, il n'y a pas que dans le football français, mais il est incontestable que des joueurs que l'on a à peine découverts et à qui on donne leur chance, et s'ils jouent dans une bonne ambiance, il est certain que s'il a les qualités techniques et morales, souvent aussi, qui sont nécessaires, pour faire un bon joueur, il s'exprime, incontestablement. Bon, Dominique, nous allons voir maintenant les autres buts de la Coupe UEFA. Ils sont nombreux, ils sont beaux pour la plupart. Et nous allons voir dans ces équipes qui vont évoluer devant nous le futur adversaire de Bastia. Bien entendu, nous ne savons pas lequel, puisque le tirage au sort n'aura lieu que le 20 janvier. Et les matchs, les 1er et 14 mars, mais nous aurons déjà un aperçu de ce qui attend Bastia en UEFA. Les commentaires sont de Jean Rénal pour ce bouquet de buts. Le FC Barcelone, 2e du championnat d'Espagne contre Ipswich, un maillot blanc, 10e du championnat d'Angleterre. À l'aller, Ipswich, à vos souhaits, avait gagné par 3-0. Malgré une nette domination des Catalans, tir au-dessus de Cruyff, tir sur le poteau droit d'Olmo, à la mi-temps, la marque sera de 0-0. Mais au début de la deuxième mi-temps, sur passe d'Asensi, vous allez voir un but de Cruyff, le néerlandais Johan Cruyff, 1-0 pour Barcelone. Le deuxième but catalan a échappé au caméraman espagnol. Et voici maintenant la balle de match pour les Anglais. Tir d'Ipswich sur la transversale. Sur ce corner tiré par Cruyff, Clarès est fauché. En quelques instants, voici le fauchage sur Clarès. C'est le pénalty pour Barcelone qui est transformé par Reichach. Pénalty réussi, 3-0. Égalité, 3 buts partout sur l'ensemble des 2 rencontres. On a recours à la prolongation. Sur ce corner, no luck pour les Anglais, pourrait-on dire, qui pourtant touchent encore du bois. La prolongation ne donne rien, c'est le tir des pénaltys. Barcelone avait déjà gagné au pénalty contre Akmar. Premier pénalty tiré par Cruyff. 1-0 pour Barcelone. Ipswich maintenant, c'est le gardien de but qui arrête. Asensi à son tour. 2-0 pour Barcelone, c'est presque gagné pour les Catalans. Et ce d'autant plus que malgré cet arrêt plutôt du gardien de but d'Ipswich. Encore un pénalty raté. Et c'est la victoire par 3 pénaltys à 1 pour Barcelone.
Deuxième confrontation entre Anglais et Espagnols. Aston Villa, en maillot blanc, avait battu l'Atlético de Bilbao par 2-0 au match aller. Ces deux équipes ne sont pas très bien classées dans leurs championnats respectifs. 7e pour les Basques, 11e pour les Anglais, qui vont tirer et marquer les premiers. Un but typiquement britannique, de la tête par Mortimer. Les caméramans espagnols, qui décidément ne sont pas chauvins, ont oublié de filmer le but égalisateur réussi par Bilbao. 1-1, ce sera la marque finale. L'Atlético de Bilbao, finaliste de la Coupe de l'UEFA l'an dernier, est éliminé. Viva Villa! Carl Zeiss Jena, 7e club d'Allemagne de l'Est contre le Standard de Liège, 2e du championnat belge. À l'aller, Jena, qui joue en maillot rouge, avait gagné par 2-0. Vous avez vu une tête de Vogel sur la transversale, décidément très sollicitée au cours de ces 8e de finale. Contre-attaque maintenant de Weiss, le capitaine, qui va donner la balle à Sengewald. Voici Weiss. Et c'est le premier but, marqué par Sengewald, avec l'aide du poteau droit. 3-0 pour Jena sur l'ensemble des deux rencontres. Voici le tir de Sengewald. Et Jena domine toujours. Les Allemands de l'Est, décidément, sont irrésistibles en Coupe d'Europe. Un tir, cette fois-ci, de Heze, toujours sur la transversale. Coup franc tiré par Survinson, une tête, l'égalisation belge, une tête de Nickel. Et toujours avec l'aide de la transversale, grande vedette de la soirée. Voici la tête de Nickel, un but partout, encore 3 buts, et les Belges seront qualifiés si je puis dire. Tâche impossible pour le Standard qui va même concéder un deuxième but sur pénalty. Voici l'action. Vous allez voir la faute de Garot dans quelques instants sur Topfer. Le ralenti va nous permettre de voir si M. Carpenter, l'arbitre irlandais, ne s'est pas trompé. Et vous verrez qu'il a eu raison de siffler pénalty. La faute de Garot sur Topfer est évidente. Voilà, un fauchage caractéristique. Le pénalty va être tiré par Weiss. 2-1 pour Jena. Et pourtant, Prudhomme était parti du bon côté. Victoire à l'extérieur de Jena, deuxième club d'Allemagne de l'Est à être qualifié avec Magdebourg. Eintracht de Brunswick en jaune, 11e du championnat d'Allemagne contre le PSV Eindhoven, le meilleur club néerlandais. Après une faute sur Willy van de Kerkhoff, sur coup franc, vous allez voir le premier but des représentants des Pays-Bas par Van Krey. Eindhoven avait gagné par 2-0 au match aller. Les Allemands sont donc menés par 3 buts d'écart. Revoyons ce but de Van Krey, directement sur coup franc, environ à 20 mètres. Et pourtant, le gardien de but était bien parti. Et ce n'est pas fini. Car Dekers, c'est le numéro 2 qui a la balle sur l'aile gauche, va réussir le deuxième but pour le PSV Eindhoven. Avec l'aide du poteau, toujours lui. Dekers, que vous les allez voir en gros plan, avait joué arrière, vous en souvenez, contre Saint-Étienne, ensuite milieu de terrain. Et bien hier soir, il était en position d'avant-centre. Les Allemands qui jouaient sans Breitner blessé vont sauver l'honneur après un 1-2. Ce sera la marque finale, 1-2. Un but de Bruns qui bat Franke. Le PSV Eindhoven qui vient d'écraser Ajax en championnat des Pays-Bas remporte sa 6e victoire consécutivement comme notre Bastia. Voici le but de Bruns, à bout portant. Malgré l'élimination de Brunswick, une équipe allemande était sûre de se qualifier pour les quarts de finale. Francfort en blanc ou le Bayern de Munich qui s'est rencontré au stade olympique, et c'est Rummenigge qui vient de marquer pour le Bayern qui mène par 1-0. Mais Francfort avait gagné au match aller par 4-0. Et c'est toujours le Bayern qui domine. Un tir de Roth, bien bloqué. Ensuite,
C'est Francfort maintenant, un centre de Grabowski, une tête d'Olsenbein à côté. Nous allons voir sur cette action, vue de dos si je puis dire, que Meyer était battu sur cette tête d'Olsenbein. De peu à côté, le Bayern qui continue à attaquer par Rummenigge, qui mène 1-0, je vous le rappelle, mais battu 4-0 au match aller, qui essaye d'obtenir un deuxième but, et à défaut d'un but, qui va obtenir un corner. Le ralenti, cette fois-ci, nous ne montrons pas la même action, mais une nouvelle attaque de Francfort. Et voici le nouvel entraîneur du Bayern, Gyula Laurent. C'est l'ancien entraîneur de Francfort. Encore une attaque de Francfort par Grabowski, décidément omniprésent à 33 ans. Et Meyer sauve. Péniblement, mais il réussit tout de même à repousser. Et dans quelques instants, vous allez voir une phase de jeu assez inhabituelle. Un joueur qui va prendre la balle dans les mains du gardien de but, en l'occurrence Meyer. Après cette action, voilà, Meyer contrôle. Olsenbein lui prend la balle, marque le but, et l'arbitre lui sort le carton jaune. Avertissement pour Olsenbein. C'est Wenzel qui va égaliser, malgré Meyer pour Francfort, un but partout. Revoyons ce tir du gauche, qui prend Meyer à contre-pied. Un but partout et cela va être l'humiliation pour le Bayern, 3 fois vainqueur de la Coupe d'Europe, je vous le rappelle. Défaite sur son terrain par 2-1. Meyer est pris à contre-pied par Olsenbein sur un centre de Grabowski. Detmar Kramer, qui entraîne maintenant Francfort après avoir été licencié par le Bayern il y a une semaine, doit jubiler. C'est la 4e victoire remportée à l'extérieur au cours de ces 8e de finale. Très bon départ des Grasshoppers de Zurich en bleu et blanc contre le Dynamo de Tbilissi. 1-0 pour les Suisses, qui avaient perdu sur la même marque au match aller. C'est un but de Sulzer. Le ralenti nous montre ce but de Sulzer. À ce moment-là, égalité sur l'ensemble des deux rencontres. Et dans quelques instants, vous allez voir les Géorgiens de Tbilissi qui vont avoir une chance de marquer à l'extérieur. Mais une fois de plus, le tir va échouer sur la transversale. C'est la 9e ou la 10e fois de la soirée qu'un tir est repoussé soit par un poteau, soit par une transversale. Le voici ce tir. Et à la mi-temps, 1-0 pour Zurich. Dès le début de la deuxième mi-temps, les sauterelles suisses, Grasshopper veut dire sauterelles, vont bénéficier d'un pénalty. Elsener est fauché. Le pénalty va être tiré par Ponté, 2-0. Pied joyeux. Oh, le vilain geste. Après tout, c'est peut-être de l'humour suisse. Nous revoyons en tout cas ce pénalty réussi par Ponté. Soviétique attaque maintenant par Kipiani. Ils n'ont qu'un but de retard après tout sur l'ensemble des deux matchs. Et là, ils pensaient bien avoir obtenu un pénalty. C'est en tout cas l'avis de, je prends mon souffle, Tchichakashvili, qui va protester auprès de l'arbitre, qui sort un carton jaune. Le joueur semble ne pas aimer cette couleur, et l'arbitre, après avoir ramassé son carton, voit rouge. Et oui, c'est l'expulsion. Tbilissi joue à 10. Et les Grasshoppers vont en profiter. Sur ce coup franc, regardez bien, Ponté va marquer directement. Gobelia, le gardien de but soviétique, était vraiment très mal placé. 3-0 pour les Grasshoppers de Zurich. Et oui, c'est la joie. Les Grasshoppers de Zurich qui vont continuer à attaquer, vont même réussir un 4e but par Elsener. C'est le chaos. Vous allez voir dans quelques instants ce but d'Elsener. Et oui, les Suisses qui sont vraiment redoutables sur leur stade fétiche de Hartum, ils ont réussi 15 buts en 3 matchs. Si je comprends bien, ils sont tous bons. Hein. Là, Dominique, il va falloir... On va aller dans les pays forts, là. Oui, à part Barcelone. Pas mal de clubs du Nord. Oui, beaucoup. Vous avez l'impression qu'il conviendrait mieux à Bastia de rencontrer un club latin comme Barcelone ou ces clubs des pays Barcelone à nordiques? ce niveau, hein, je crois qu'ils
Ils sont tous prenables, hein, c'est une façon de parler. Enfin, ils sont tous prenables, ils sont tous difficiles. Mais enfin, disons que maintenant Bastia a déjà fait ses classes. Bon, Dominique, alors vous avez regardé tous ces buts. Maintenant, vous allez jouer. Vous n'êtes pas venu ici que pour parler, on va vous voir jouer. Parce que rappelez-vous, 1958. Alors 1958, c'est la grande année de l'équipe de France, bien entendu. 3e à la Coupe du Monde. Premier buteur, Fontaine, 13 buts, un record inégalé jusqu'à maintenant. Meilleur joueur du tournoi, Raymond Coppa, plébiscité par tous les journalistes. Et puis 1959, 3 résultats. D'abord, un match nul avec les Belges, 2-2. Ensuite, on perd contre les Bulgares, 1-0. Et puis le 11 octobre, vous vous retrouvez à Colombes, devant le Portugal. Le grand stade de Colombes, mais moi je vais en profiter pour vous donner la composition de l'équipe. Dans les buts, Colonna. À l'arrière, Wandling, Jonquet, Marche, que l'on voit ici échanger le fanion avec le capitaine de l'équipe adverse. Au milieu, Panverne, Ferrier. Devant, Grillet, Muller, Coppa, Fontaine, Vincent. 3e minute, Coppa, incursion le gardien, repousse, Fontaine, 1-0. Puis regardez l'image qui va suivre, Dominique, vous allez reconnaître quelqu'un. Voilà, le tir est à côté. Vous trouvez comment? Vous avez un peu changé. 11e minute. Coppa, Fontaine, but Grillet, 2-0. Ça allait bien pour l'équipe de France ce jour-là. « 22e minute. Un centre de Vincent, l'actuel entraîneur de Nantes. Une tête ratée de Coppa. Et un but de Muller. 3-0. Et puis là, ça va être à votre tour maintenant, Dominique. 36e minute. Il va y avoir un coup franc pour cette faute. Tiré par Matadeu. Et alors là, regardez-vous bien. Ma place, oui. Ah bon. C'est un aveu. 41e minute. Un tir repoussé, une première fois, vous repoussez encore et Cavem marque. Qu'est-ce qui vous est arrivé là? C'est pas de glisser, ça. 3-2. C'était le score à la mi-temps. Sous les yeux de messieurs Chaban-Delmas et Herzog. 54e minute, Coppa, Muller, Panverne. Et regardez, Justo Fontaine, caractéristique. 4-2. 2 buts déjà pour Fontaine. Mais ce n'est pas terminé. Ni pour Fontaine, ni pour l'équipe de France. 58e minute. Vincent, encore lui. Centre. Tête Fontaine. Et 3e but pour Justo. 5-2. Et il y aura encore un but, mais entre-temps, vous allez quitter le terrain, Dominique. On va vous voir. Ici, oui. Piantoni et Batteux. Oui. Voilà. Vous laissez la place à Lamia, là. C'est Lamia qui rentre, oui. C'était un match amical, il faut le souligner. À l'époque, on jouait beaucoup de matchs amicaux sur le plan international, il n'y avait pas de compétition. Voilà, Lamia qui, Mathieu, ne fait pas de détails, ne fait pas de cadeaux plutôt. Dernier but, et très belles images, 5-3. Grande victoire de l'équipe de France, c'est un match passionnant à suivre. À souligner d'ailleurs la qualité de ces images. Vous savez qu'à l'époque, les caméras n'étaient pas aussi perfectionnées. Eh bien, il faut souligner la qualité de ces caméramans de l'ORTF de l'époque qui déjà réalisaient de si beaux montages. Vous avez vu ces buts que l'on voit très bien, ces actions que l'on suit depuis le début, et ça n'est pas toujours facile. C'est vrai. Alors qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, ce genre d'image que vous voyez maintenant? D'abord, vous avez fait 2 fautes, là. Oui, une de placement, une de main. Non, mais je vous rassure aussi, il faut le dire au public. Ça, ce sont les buts qu'on voit. On n'a pas vu non plus quand vous avez sauvé ou quand vous avez arrêté le ballon. Ça, c'est certain aussi. Ouais. Non, mais à l'époque, tout à l'heure, je soulignais que, bon, si on fait une comparaison avec le football d'aujourd'hui, encore, je n'aime pas beaucoup ça, mais il est certain que le public peut penser que le football se jouait assez là. C'est un peu vrai, d'ailleurs, parce que d'abord, c'était un match amical, donc il n'y avait pas de résultat au match aller, et donc il ne fallait pas assurer le résultat, donc ça jouait incontestablement plus là. Ce n'était pas tout le temps le cas, hein, parce que quand nous jouions à Reims, des fois, nous avions l'impression qu'ils jouaient à 12 ou 13 devant. Hein. Mais incontestablement, maintenant, on a une impression de plus de mobilité, de puissance, c'est peut-être pas, parce qu'on avait des gars qui étaient puissants aussi à l'époque. Vous ne voulez pas convenir que le football actuel est plus physique. Je vous vois venir. Mais physique, non, au contraire. Moi, je dirais qu'actuellement, le football redevient, grâce à Dieu, de plus technique.
Ah bon, vous n'estimez pas qu'il est plus physique qu'à votre époque? Non, mais ça, c'est des discussions qu'on peut avoir pendant les soirées entières. Hein. Mais nous allons parler du rôle du gardien de but. J'y tiens beaucoup tout à l'heure, mais en fin d'émission. Maintenant, nous allons passer à ce que je vous ai promis tout à l'heure, c'est-à-dire de larges extraits de la finale, enfin du match au retour, de la super finale. Vous savez que depuis 2 ans, pour des besoins de recettes uniquement, on oppose le vainqueur de la Coupe d'Europe au vainqueur de la Coupe des Coupes. Vous direz que ce n'est pas inintéressant, puisque chacun gagnait une Coupe européenne. Eh bien, c'était le cas. Alors, au match aller, nous avions acheté le match et nous sommes restés un peu déçus. Un partout entre Hambourg et Liverpool, ça n'avait pas été très brillant, malgré quelques crochets, quelques feintes du Kigan. Mais nous avons été gâtés au match au retour. Il faut toujours persévérer dans ce métier, c'est connu. Alors, nous avons acheté le match au retour. Je vous promets que c'est un bon spectacle. Ça se passait mardi à Liverpool. C'est Alain Escoubet qui vous le commente. Et vous verrez, il y a des buts et de très beaux buts. Le voici donc, ce match retour entre Liverpool et Hambourg, avec la composition de l'équipe de Liverpool d'abord. Je vous laisse regarder les noms. Et je vous laisse regarder ceux de Hambourg, en notant que Nogli, le numéro 3, le capitaine, ne jouait pas au match aller. Et en notant que Volkert, le numéro 11, l'ailier gauche, ne jouait pas non plus au match aller. Et en précisant que si Hambourg veut l'emporter, il faut ou une victoire ou un match nul par 2-2. Minimum, bien sûr. Les premières 20 minutes vont être à l'avantage de Hambourg, qui joue ici à gauche et en bleu. Les joueurs de Liverpool jouant dans leur traditionnel maillot rouge, alors qu'on revoit à ralenti une action de l'ailier gauche Volkert, un tir qui passe à côté et un corner tiré par l'Allemand Volkert, et encore une attaque de Hambourg qui ne donnera rien, et un dégagement du gardien anglais Clements. Et encore Hambourg à l'action. Hambourg qui a dominé entre guillemets pendant une vingtaine de minutes, grâce à Kigan en particulier, que voici, et qu'on va revoir au ralenti. Kigan qui était le joueur vedette de Liverpool il n'y a pas si longtemps. Et maintenant c'est Liverpool qui est à l'attaque. Un dégagement devant le public. Il y avait 35 000 spectateurs au stade d'Anfield Road à Liverpool. Une attaque des Allemands qui échoue. Et une contre-attaque de Liverpool ici, qui n'ira pas plus loin. Alors que vous voyez le gardien de Hambourg, Kargus, et qu'on revoit au ralenti cette action. Le premier but marqué par Liverpool. Qu'on revoit au ralenti.
Et un tir de Volkert à côté. Et qu'on revoit au ralenti. Volkert qui a été le meilleur joueur pour Hambourg. Mais les Anglais qui mènent donc maintenant par 1-0 en veulent. Et c'est cette action qui va amener le deuxième but pour les Anglais. Neal pour Hughes, le capitaine. Kennedy pour McDermott qui, entre deux joueurs, va marquer le deuxième but. Et 2-0 donc pour Liverpool. Kennedy, McDermott, tout seul entre deux joueurs. Et un tir que Kargus ne peut contrôler. Un but superbe. 2-0 à la mi-temps. C'est déjà pas mal, mais on n'en restera pas là. Et la deuxième mi-temps va reprendre à peu près comme elle avait commencé, avec une petite domination de Hambourg. En ce moment, pour Hambourg, ça ne marche pas terriblement bien. Éliminé de la Coupe des Coupes, éliminé de la Coupe d'Allemagne, très mal placé dans le championnat. Alors qu'au contraire, Liverpool est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions et est bien placé dans le championnat. Et la preuve que tout va bien pour Liverpool va se démontrer ici sur cette nouvelle attaque avec un double 1-2 entre Daglish, le numéro 7, et Smith. Et là, c'est un tir qui va sur l'extérieur des poteaux, qui touche le filet à l'extérieur et qui manque de peu de faire mouche. Les Anglais mènent par 2-0, mais donc ça ne suffit pas. Ils continuent à dominer les Allemands de Hambourg. Hambourg va maintenant chercher à reprendre ses esprits et à ne pas être ridiculisé. Il n'oublie pas que la Supercoupe a été remportée dans les deux premières éditions par le vainqueur de la Coupe des Coupes aux dépens du vainqueur de la Coupe des clubs champions. La première fois par Kiev et la deuxième fois par Anderlecht. On se dit alors pourquoi pas 203. Mais là, les Allemands ont du souci à se faire. La touche a été jouée par Hayden, encore une attaque allemande, on temporise, on cherche un peu le trou, la manière de prendre ces Anglais. Pour gagner maintenant il faut 3 buts, ça devient difficile. Un long centre pour Keegan, mais une sortie de Clemens et un tir au-dessus de Magat. Et ce n'est pas encore sur cette action que les Allemands vont sauver l'honneur. On revoit Keegan, qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs pendant ce match. Clemens et Magat au-dessus des poteaux de gardien anglais. Et encore une action de Liverpool qui a fait plus que dominer ce match, non seulement par le score mais par la manière de jouer. Et le troisième but va venir sur cette action. Qui part de McDermott, encore lui, et qui marque personnellement son deuxième but. Ça fait 3-0 pour Liverpool, mais le deuxième pour McDermott, le numéro 8 britannique, dont on va revoir le but ici, et dont il faut noter qu'il n'a été qu'une seule fois international. C'est peut-être quelque chose qui s'arrangera dans les semaines qui vont venir, en ce qui le concerne. Car sans ôter le suspense de ce match, si vous connaissez le résultat, eh bien vous allez revoir M. McDermott en action dans pas très longtemps.
Sur le nouvel engagement, Hambourg n'a plus rien à espérer. À 3-0, ça paraît plus que mal parti, plus que compromis. C'est une mauvaise année pour Hambourg, comme ça a été une mauvaise année pour le Bayern. Et encore une attaque qui échoue et une contre-attaque de Liverpool qui ne désespère pas de ridiculiser les Allemands. C'est déjà fait à moitié et ça va l'être encore davantage sur ce 4e but marqué par McDermott, le 3e. C'est ça qu'on appelle chez les Anglais un hat-trick. Quand on a marqué 3 buts, hat-trick, coup de chapeau. Partie de Kennedy. McDermott qui trompe une fois encore Karius. Et nous en sommes à 4-0. McDermott n'en revient pas, les Allemands non plus. Et le public non plus qui scande sur l'air de je ne sais pas trop quoi. Il a... c'est quelque chose comme... pourquoi n'es-tu pas resté à Liverpool, Keegan? Effectivement, Keegan est parti à Hambourg. Il aurait peut-être été content de rester à Liverpool. En tout cas, les Allemands s'affolent un petit peu. Vous avez vu cette action, ce corner réalisé par Hayden sur un peu de panique de la part des Allemands. Le corner est tiré par McFerclough. On va trouver une tête de Thompson et un arrêt de Karius, mais il était temps. Le 5e but n'était pas loin. Et le 5e but n'est pas loin non plus sur cette action. Tellement près même que les Allemands préfèrent être un peu rugueux. C'est une faute de Noglis sur Dalglish et donc un coup franc. Le mur se met en place. Il va être d'ailleurs très long à se mettre en place, à se mettre à la bonne distance. Karius est prêt. Tout le monde attend le 5e but. Le coup franc va être tiré soit par Kase, soit par Kennedy. Il va y avoir une feinte de la part de deux hommes. Kase est devant le ballon. Kennedy est devant le ballon et Kase arrive et tire le coup franc. Le 5e but n'est pas pour tout de suite. Le public de toute façon est satisfait. Et on repart à Liverpool par Kase justement. Pour Dalglish et encore Karius. Dalglish qui remplace, sinon avantageusement, du moins parfaitement, Keegan. Cette fois, le 5e but n'est pas loin. Dalglish qu'on a vu, Kase, centre, tête de McFerclough et 5-0 pour Liverpool. McFerclough qui a marqué le seul but du match aller, alors que c'était Keller pour Hambourg qui avait marqué. Alors qu'on revoit ce but, la tête de McFerclough, ça devient dur, très dur pour Hambourg. Mais ce n'est pas fini. McDermott encore lui, qui veut passer à Johnson, qui à la mi-temps avait remplacé Highway, un peu souffrant. Et Rip a mis en corner. Le corner va être tiré par Kase. Il trouve la tête de Johnson. Karius repousse et Dalglish marque. Dalglish, le numéro 7, l'alter ego de Keegan. Et 6-0 pour Hambourg. Pour Liverpool, pardon.
Le corner. La tête de Thompson. Johnson a touché la balle. Et c'est finalement Dalglish qui marque le 6e but. Et la fin du match avec un Keegan qui vient serrer la main à son ami Dalglish. Et une fin de match qui voit pour la première fois donc le vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupe l'emporter sur le vainqueur des clubs champions. Reste à cette super coupe d'obtenir ses lettres de noblesse. Merci Alain. Ah, ils n'ont pas été gentils les Anglais avec leur ancien partenaire qui gagne et avec les Allemands, 6 buts. Puis alors, comme me faisait remarquer Dominique Colonna, même au 6e but, ils s'embrassent encore. Ils ne sont saturés ni de buts ni d'embrassades. Nous allons voir maintenant le profil de la 21e journée du championnat qui va se dérouler demain soir et dimanche. Nice, le leader, sera à Metz. Attention aux réactions du dernier. Marseille sera en danger à Laval, excellent 7e avec un match en moins. Strasbourg, 3e, se déplace aussi. Il ira à Paris. Monaco, autre 3e, a l'avantage de recevoir Bordeaux. Nantes va à Nîmes, battu chez lui par Valenciennes, mais cela n'arrive pas souvent, attention. Saint-Étienne à domicile devrait prendre 2 points contre Reims, théoriquement. Sochaux devrait rester maître chez lui face à Valenciennes. Lens, encore meurtri mais libéré, reçoit Lyon. Bastia accueille Nancy et Platini. Verra-t-on le Bastia de la Coupe d'Europe ou celui du championnat? Nous verrons bien. Et Rouen, qui est en plein redressement, mais 3 a besoin de points, donc match très indécis. Je voudrais profiter du temps qui nous reste, Dominique, pour que nous parlions un peu du rôle du gardien de but. Je sais que là aussi, nous ne sommes pas tout à fait d'accord, mais il n'y a pas de raison de ne pas l'exprimer. Moi, j'ai l'impression que le gardien de but, étant devenu moins spectaculaire avec l'apparition du libéro, c'est un rôle maintenant qui est moins en vue, disons, qui est moins en vedette. Ce n'est pas votre impression? Non, moi je dis que je ne discuterai pas sur la technique du gardien de but, parce que finalement on voit des gardiens de but qui sont bons, ils ne le sont pas d'une façon constante, les périodes sont, si vous voulez, rétrécies, et puis où ils ne s'expriment pas, c'est dans les grands matchs. Bon. Mais moi, la remarque que je voudrais faire, c'est surtout dans le jeu du gardien. On dit que le gardien, c'est le dernier défenseur et c'est le premier attaquant. Et on a toujours considéré que si la dernière passe était importante au football, la première était prépondérante puisqu'elle conditionnait les autres. Alors que voit-on dans presque tous les matchs, il n'y a pas qu'en France, hein. On voit les gardiens pousser du geste avec les 2 bras, tous les joueurs devant, et une fois que tout le monde est installé, ils dégagent. Il est incontestable que dans ce cas, les balles vont 9 fois sur 10 au défenseur et on revient aussi vite. Alors moi, si on n'est pas d'accord, je pense qu'il faudrait quand même plus d'une émission pour parler du rôle du gardien, mais il est incontestable que le rôle du gardien devient de moins en moins spectaculaire. Donc s'il est moins spectaculaire, il n'a pas d'attrait, et les jeunes ne veulent pas venir occuper une place où c'est quand même quand on prend un but, on le voit très bien. Et comme l'information, comme vous l'avez vu tout à l'heure, même de notre temps, hein, et là, elle fait bien voir dans les coins et dans les recoins ce qui se passe. Il est certain que le gardien de but est un poste où les responsabilités sont grandes. Et peut-être que les jeunes n'en veulent plus. Bon, d'accord, Dominique, il y a un fait patent. Ce n'est pas pour dénigrer les gardiens actuels, mais la moyenne des gardiens actuellement en France est inférieure à ce qu'elle était de votre temps. En tout cas, il n'y a plus de gardien aussi connu que vous l'avez été, que l'a été Darwy, que l'a été Vignal, ou Ruminski, ou Hab, ou Bernard, et beaucoup d'autres. Bon, alors, est-ce qu'on a négligé le rôle du gardien? Est-ce qu'avant, il y avait une école de gardiens? Parce qu'on nous dit, par exemple, qu'en Yougoslavie, il y a une école de gardiens, alors c'est pour ça qu'ils ont de bons gardiens. Est-ce qu'il y avait un entraînement spécifique, ou est-ce que c'était une génération spontanée? Non, non, c'est qu'il n'y avait pas d'entraînement du tout. C'est qu'avant, il n'y avait que le gardien, et les tireurs, on se mettait devant le but avec des ballons, et on tirait. Il n'y avait que le gardien qui s'entraînait. Forcément. Bon. Et puis moi, je pense qu'un gardien, souvent, le recrutement n'est pas fait. Si vous faites un recrutement en entraînement, un gardien s'exprime assez facilement en entraînement. Mais moi, je persiste à croire que, surtout en ce qui concerne le jeune se développe, et puis on le voit dans le jeu et par le jeu, et non pas à l'entraînement. C'est une grosse erreur d'attendre qu'un gardien se révèle à l'entraînement. C'est dans le jeu. Parce que finalement, ce qui compte, c'est le calcul de la trajectoire de la balle. Ce n'est pas tellement le geste spectaculaire si la balle passe à côté. Bon, ben, c'est ça qui est important. Et moi, je le dis, peut-être que j'ai peut-être tort, mais je ne crois pas à la valeur de l'école de football pour les gardiens de but. Voilà, ben c'est définitif. C'est tout aussi le mot de la fin, Dominique. Nous vous souhaitons un bon séjour en Corse, puisque vous allez y retourner bientôt.
Quant à moi, je vais vous dire bonsoir. Bien entendu, on vous donne un rendez-vous vendredi prochain, toujours à 22h15, pour un 13e numéro de Téléfoot 1, qui sera le dernier de la série d'ailleurs de ce trimestre, mais nous nous retrouverons, j'espère, en janvier. Voilà, merci, bonsoir de votre attention, et maintenant, le petit générique que vous attendez. Il arrive. Thank you.